Avec nous, dans la bulle d'Evelyne aujourd'hui, il raconte la vie dans ses films. Quoi de plus normal, puisque l'inventeur du cinéma de la vie, c'est lui. Claude Lelouch, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors Claude, dites-moi, j'ai surtout envie de parler de vous dans un premier temps, parce que je trouve qu'il y a un climax absolument inimitable dans vos films, qui n'appartient qu'à vous. Vous êtes l'inventeur des films choraux, mais vous êtes surtout l'inventeur de cette atmosphère qui se dégage de vous. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de très technique. Je sais que vous cadrez vos films vous-même. Alors, je ne sais pas comment vous dire. Moi, d'abord, je suis ce qu'on appelle un autodidacte. C'est-à-dire que les autodidactes, ils vont à l'école toute leur vie. Donc, j'ai plus été à l'école de la vie qu'à l'école qu'on nous propose. Et dans mes films, je ne parle que de mes observations. Je veux dire que... De votre ressenti. Voilà. Et je ne suis pas assez intelligent pour ne pas être superstitieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, l'irrationnel... Le cœur d'abord avant l'intelligence. Voilà, le cœur est pour moi plus important que la matière grise, et je préfère parler au cœur des gens qu'à leur matière grise, parce que je trouve que l'intelligence a trop le sens des affaires. Et notre cœur, lui, il est plus dans l'essentiel, d'abord parce que c'est l'arbitre de notre vie, parce que c'est lui qui décide de la fin de la partie. Un jour, il va s'arrêter. Justement, on en parlera tout à l'heure, parce que vous avez fait des films sur la réincarnation. Alors, le cinéma que je fais est un cinéma naturel, c'est-à-dire que c'est le cinéma de quelqu'un qui observe les gens et qui ont envie ensuite de retransmettre ses observations au plus grand nombre. Voilà. Donc moi j'ai commencé comme reporter d'actualité. Quand j'ai commencé, j'avais 17, 18 ans. Je suis parti à travers le monde avec une petite caméra filmer les gens, et puis donc j'ai commencé par les observer, puis ensuite j'ai eu envie de modifier leur trajectoire. Quand on devient scénariste, c'est-à-dire que d'un seul coup on intervient un peu comme le destin dans la vie des gens, et on modifie leur trajectoire, alors que quand on est reporter, on se contente de ce qu'ils nous donnent ou de ce qu'ils nous offrent. Voilà. Et puis, donc, inconsciemment, je dis bien inconsciemment, j'ai inventé le cinéma que je pratique, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'il fallait libérer... L'inconscient ? Non, libérer le scénario, libérer les acteurs, et libérer la caméra. De cette part justement d'improvisation dirigée quand même, mais vous avez inventé ça, vous, l'impro? Non, j'ai pas inventé l'impro. Je me suis aperçu que les gens dans la vie radotaient. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent intéressants. C'est fou, ce qu'on répète les choses. C'est toujours ce qui est enfoui qui ressort. Donc, dans les films, il y a ce qu'on appelle les figures imposées, puis il y a les figures libres. Alors, les figures imposées, c'est le scénario qui a été écrit, puis il y a les figures libres, qui est la spontanéité des gens. Donc j'essaye à un moment donné que les gens transforment leur savoir-faire en spontanéité. Je pense que tous les acteurs ont un savoir-faire. Il faut aller le chercher, quelquefois, le révéler. Non, mais le savoir-faire, c'est l'art de faire semblant. Le métier d'acteur, c'est l'art de faire semblant. Dans la vie, on ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant, donc il y a une grande différence entre faire semblant et ne pas faire semblant. C'est toute la différence qu'il y a entre les gens qui sont dans la rue et ceux qui sont devant un écran. Ceux qui sont derrière une caméra, ils ne prennent pas de risques, puisque c'est du cinéma. Alors que dans la vie, on prend constamment des risques. Constamment des risques. Constamment. Et donc ça fait une grosse différence sur le comportement des êtres humains. Et donc c'est ce risque que j'essaie de retrouver chez mes comédiens. J'essaye à un moment donné de les mettre en insécurité pour que ils ressemblent plus à des êtres humains qu'à des acteurs qui font une performance d'acteur. Voilà. Donc, tout le mal que je me donne, c'est de leur faire oublier la caméra, c'est de leur faire oublier qu'ils sont dans une histoire où il ne peut rien leur arriver puisqu'ils sont protégés. Voilà. Donc, j'essaye, à chaque fois que je le peux, et avec les moyens qui sont les miens, de faire oublier le comédien qu'ils sont, pour essayer de retrouver en eux uniquement l'être humain. Voilà, l'être humain, pour moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors, les êtres humains ont tous les qualités de leurs défauts, tous. C'est pour ça qu'il faut faire très attention
on a toujours ce négatif et ce positif voilà. Ça se chevauche. Et donc, quand je raconte une histoire, j'ai envie qu'elle soit le plus possible crédible. Alors, la vérité, personne ne la détient, personne. Mais de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des parfums de vérité. Et ce sont ces parfums de vérité que j'ai envie de filmer. Voilà. Et dites-moi, Claude, vous est-il arrivé au cours d'un tournage de vous laisser embarquer vous-même par l'histoire, de la modifier, justement au vu du jeu d'un acteur, de ce que vous ressentez? Ça a dû vous arriver quelquefois? C'est pas que ça a dû m'arriver, c'est constamment. C'est ça le principe même. Je veux dire que le scénario, pour moi, c'est évolutif. C'est le SMIG de ce que le spectateur aura. Vous voyez, oui, c'est la base. Voilà, mais j'attends surtout beaucoup du tournage, plus que du scénario. Parce que sur le tournage, c'est à ce moment-là que la vie se met à vivre. Mais vous êtes partout, parce que les scénarios, vous les écrivez vous-même. Oui, mais le scénario, il s'écrit en permanence. Il s'écrit avant le tournage, il s'écrit pendant le tournage. Et je dis bien pendant le tournage, parce que pendant les prises, très souvent... pendant la prise. Vous leur faites pas lire le scénario quelquefois? Si, je leur fais lire le scénario, mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est tout ce qu'il y a en plus du scénario. C'est-à-dire que les informations importantes, celles qui font qu'à un moment donné, on a envie de rire, de pleurer ou d'être étonné, ça, je les garde. Ça, ils les découvrent pendant le tournage. C'est l'aventure qui commence. Vous avez fait des choses extraordinaires, notamment dans un film que j'adore, La Bonne Année. Et justement, c'était formidable, cet antagonisme de personnalité entre Lino Ventura, l'aventure entre une bourgeoise et une antiquaire, et Lino Ventura, un truand, cette histoire d'amour improbable. Et ça, c'était vraiment extraordinaire, parce que c'est criant de vérité. Notamment dans une certaine scène où ils sont tous autour d'une table, je crois qu'ils fêtent Noël. Oui. Et on cherche justement, les invités cherchent vraiment à le ridiculiser. Et on sent justement cette attirance, on sent un tas de choses passer. Et il y a une sobriété dans le jeu de Lino Ventura que vous êtes allé chercher. Vous avez vraiment choisi les acteurs qui étaient faits pour cette histoire-là. Oui, non, mais tout simplement parce que j'ai inconsciemment très vite repéré que les gens qui avaient de la culture, comme on dit, étaient un peu plus prétentieux que les autres. Voilà. D'un seul coup, ils ont ce qu'on appelle un complexe de supériorité. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de l'étaler. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime chez quelqu'un de cultivé, c'est quand il cache sa culture et qui se met à la hauteur de celui qui ne l'est pas. Qui est en face. Voilà. C'est ça l'élégance. Alors, l'élégance des gens simples, c'est qu'effectivement, eux, ils ne peuvent pas... péter plus haut que leurs prétentions, vous voyez ce que je veux dire, puisqu'ils sont limités par leur savoir-faire. Mais aujourd'hui, dans un monde comme le nôtre, Internet permet l'accès à la culture à tout le monde. N'importe quel imbécile aujourd'hui peut aller sur Internet et répondre aux questions. Il y a quand même une forme de vulgarisation de la culture sur Internet. Mais bon. Non, mais enfin, je veux dire par là qu'aujourd'hui, on peut avoir des réponses pratiquement à toutes nos questions grâce à Internet. Ouais, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil extraordinaire. Bon. Donc, je pense qu'on ne va pas appréhender le rapport entre les gens de la même façon. Il fut un temps où Internet n'existait pas et un cerveau bien rempli pouvait nous épater. On se disait, tiens, c'est fou tout ce que ce monsieur connaît. Bon. Aujourd'hui, ça ne nous épate plus parce que j'ai qu'à dire je vais aux toilettes, je regarde sur Google. Je vais sur Google et puis j'ai la réponse à la question. Dans la seconde qui suit. Donc, ça modifie les rapports et ça va démocratiser les gens. En tous les cas, il y a deux sortes de gens. Il y a les gens prétentieux et les gens simples. Et les sympas et les antipathiques? C'est-à-dire, je déteste la prétention. Je pense que la prétention est la chose que je déteste le plus au monde. Je veux dire que dès qu'un type est prétentieux, je ne le supporte pas. Vous savez, les gens ne savent pas, mais le bonheur, il est gratuit. Ce qui est cher, c'est le luxe. Vous y croyez au bonheur, vous? Ah bah oui. Bah oui, sinon depuis ma naissance, j'aurais pas pris tout le plaisir que j'ai pris. Le bonheur, c'est quoi? Ce sont des petits moments... Volés? Non, ce sont des moments où la synchronicité est là. Il y a une sorte d'osmose qui se fait. Le problème, c'est qu'il faut avoir le sens du bonheur, l'extase du bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, on ne peut pas faire des économies de bonheur.
voyez, quand il est là, il faut On en peut faire profiter. des économies de rien finalement, sinon on vit pas. Si on peut faire des économies d'argent, Ah oui, on peut. j'y pensais pas. Si, l'argent, il y a plein de gens qui ne pensent qu'à ça d'ailleurs, qui Pas vous. économisent leur argent. C'est pas vous, moi, vous avez mais- pris des risques énormes sur vos Non, films. mais moi, je pense que l'argent, vous savez, comme disait Edith Piaf, on a gagné que l'argent qu'on a dépensé. Et elle avait bien raison, voilà. Donc, non, moi, je raisonne pas comme ça. Je pense, d'abord, je sais que à un moment donné, il va falloir quitter la piste. Hein. À un moment donné, l'arbitre va siffler la fin de la partie. Vous êtes serein par rapport à ça? Oui. Oui, parce que c'est un peu ce que je disais dans La Belle Histoire. Je pense que la mort a encore plus d'imagination que la vie. La vie, oui. À l'âge que j'ai perdu beaucoup d'amis. Aujourd'hui, quand je regarde mon carnet d'adresses, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là. Mais, très honnêtement, la mort ne m'a jamais rendu triste. C'est-à-dire, quand je suis allé aux enterrements de mes copains, j'ai jamais été triste. J'ai jamais été triste parce que j'ai toujours eu le sentiment, et j'ai toujours le sentiment que la mort... C'est la marche de l'escalier? Ouais, je pense que c'est un plus. Alors évidemment, et heureusement qu'on ne le sait pas, parce que tout le monde se suiciderait. Vous voyez, si Oui, on était- évidemment, on irait voilà. tous. Heureusement qu'on irait tout de suite, on prendrait des raccourcis, on accélérerait le mouvement. Mais je ne pense pas que la mort puisse être aussi bête que ce qu'elle nous montre. Vous aviez dit que la mort était la chose la plus importante de la vie. Oui, oui, bien sûr, puisque en tous les cas, c'est la plus belle invention. C'est la Et plus vous êtes belle un invention de la croyant. vie, c'est la mort. Mais vous êtes un croyant de la vie, vous. Je suis un croyant de la vie, c'est-à-dire que je pense que l'univers a un grand projet, que c'est un bon projet et qu'on se doit d'y participer. Le problème, c'est que l'univers, lui, il a tout son temps. Il a des milliards d'années à sa disposition, Nous, non. alors que nous, on est relativement On est un peu limité. limité, voyez. oui. Donc c'est pour ça qu'on est un peu plus pressé, un peu plus stressé que lui, et que nous, on est trop dans le court terme, alors que lui, il est dans le long terme. Voilà. Mais très honnêtement, je pense que les gens ne savent pas déguster le présent. Vous savez. Je pense que je le fais mieux que les autres. Je pense. Pourtant, vous avez eu des moments de spleen qui vous ont amené du reste à faire un triomphe avec ce film. Vous avez eu un moment de cafard à un moment donné, avant justement d'inventer ce scénario, de le sortir de vous. Je pense à l'itinéraire d'un enfant gâté, où il y a eu un moment où vous en aviez marre de tout. Et l'itinéraire d'un enfant gâté, c'est un peu l'itinéraire de Claude, quelque part. Ah, totalement, oui. Mais enfin, c'est ce que j'ai eu envie de faire plusieurs fois. Je me suis souvent dit que le fait de disparaître... On a tous un moment ou un autre envie de disparaître. Oui, parce que on s'aperçoit d'un seul coup que ça arrangerait plein de gens. Il y a plein de gens qui seraient contents que vous soyez plus là. Donc, si on a envie de faire plaisir, il faut disparaître. Vous voyez, si on a envie de faire plaisir à certaines personnes. Voilà. Et puis, on a envie de recommencer. Et puis, on a envie, à un moment donné, on a envie de nouveauté. Moi, Oh, vous, constamment, quand même. Vous Comment êtes un homme de nouveauté, vous. Vous êtes un homme d'avenir. Vous regardez toujours devant. Oui, mais... Et pourtant, vous en avez beaucoup des flashbacks dans vos films, beaucoup oui, de retours en arrière. oui, mais mais qui amènent au présent. Oui, mais heureusement qu'il y a les flashbacks, parce que les flashbacks, c'est ce qui nous permet de faire des comparaisons. Ouais. C'est ce qui nous permet de savoir si cette femme est plus intéressante que la Qu'une précédente, autre. si ses frites sont meilleures que celles que j'ai mangées avant-hier, si ce steak a un meilleur goût que... Voilà. Donc si on n'avait pas les flashbacks, on ne pourrait pas améliorer, tirer vers le haut la vie. Vous savez, moi je ne suis pas assez savant pour répondre à toutes vos questions. Ce que je sais, c'est que j'ai le sens du présent. C'est-à-dire que... Oui, ça se ressent. Voilà, donc je m'accommode de toutes les météos. Voilà. J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime le vent, j'aime la neige, j'aime la mer, j'aime la montagne, j'aime la campagne. J'ai pas de préférence. Vous êtes un amoureux de la vie, un Voilà. amoureux de tout. Voilà, j'aime en la fait. vie dans ses oppositions, dans ses contradictions. Dans ces contrastes. J'aime les petits, j'aime les grands, j'aime les salauds, j'aime les braves gens. Comme dans un casting, bon, quand je fais un film, moi, les salopards sont aussi importants que les braves gens. Et puis quand on va déjeuner à la cantine, je suis aussi copain avec le salaud qu'avec le héros du film. Vous voyez, bon. Donc, Ça, c'est parce que vous êtes un capteur de vie, quelque part. oui, non, mais je pense qu'il y a aujourd'hui
il y a 7 milliards de gens qui s'agitent sur cette terre, qui courent dans tous les sens, et qui nous offrent... Sans savoir où ils vont. Voilà, et qui nous offrent un spectacle extraordinaire. Et c'est ce spectacle dont je me lasse pas. Mais je me lasse pas de ces contradictions, de ces oppositions, de ces différences. Or, la politique, qu'est-ce que c'est que la politique? C'est l'art de nous ramener tous au même niveau. Alors que la vie, elle a décidé le contraire. Elle nous emmène en bas, en haut. Voilà, elle veut la vie, au elle qu'on soit tous différents. Elle a dit, voilà, il n'y aura pas 2 feuilles pareilles, il n'y aura pas 2 grains de sable pareils, il n'y aura pas 2 individus pareils. Donc, c'est ça le modèle. Le modèle, s'il y en a un, il est là. Donc, moi, toutes les journées que j'ai vécues depuis ma naissance ont été différentes. Je veux dire que parce que vous inventez les choses. Je crois que ça a commencé quand tout petit, vous alliez dans les salles de cinéma. Tout est une question d'amour. Oui. Si vous aimez la vie, elle va vous aimer. L'amour est très important pour vous. Vous attirez l'amour des gens. La vie n'aime pas les gens qui n'aiment pas. Les gens qui crachent dans la soupe, ils sont toujours malheureux. Pénalisés. On peut pas. Vous savez, moi j'ai connu une époque où les gens pleuraient. Maintenant, ils pleurnichent. J'ai connu une époque où les gens avaient de l'humour. Maintenant, ils ricanent. Il y a une grande différence. C'est plus pareil. Voilà. Et alors, je me rappelle, je suis né pendant la guerre, avant la guerre. Donc j'ai vécu la guerre, j'ai vu mes parents souffrir, etc. J'ai vu des gens pleurer. Pour de bon. Voilà, et aujourd'hui, je vois des gens qui pleurnichent parce que on va les faire travailler 35 heures au lieu de 34, au lieu de 33. C'est limité un peu dans le petit. Oui, non, c'est-à-dire que maintenant, on est dans des caprices. L'étroitesse, c'est pas pour vous. Quand je fais Itinéraire d'un enfant gâté, je montre que nous sommes devenus une génération d'enfants gâtés. Tout à fait. Jean-Paul quitte les plus beaux jouets. Il quitte son cocon, oui. Il quitte tout ce qu'il aime. Donc il s'est lassé, et il se lasse à un moment. On se lasse du luxe, on se lasse de la réussite, on se lasse de tout, même des plus belles choses. Et pour aller en découvrir d'autres qui vont nous lasser à leur tour. C'est pour ça que j'avais adoré le bouquin de Paulo Coelho, L'Alchimiste, parce qu'il racontait simplement qu'on fait le tour du monde pour trouver des trucs, alors que ces trucs qu'on cherche... On les a sous les yeux. On les a en bas de la maison, vous voyez. Donc, encore une fois, on peut tout dire et son contraire. Ce qu'il faut, c'est avoir le goût du présent. Voilà, c'est ça que j'essaye d'enseigner dans mes films, c'est ça que j'essaye de dire. Il faut avoir le goût du présent, parce que c'est le seul moment où on a du cash. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le passé, c'est le passé. Il faut savoir aller le chercher. Voilà, et le futur, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr parce qu'on n'est pas assez savant pour le calculer. Nous venons d'écouter tout justement le Boléro de Ravel, cette scène inouïe justement, on voyait George Donne et tous les comédiens, les protagonistes de votre film, et on sent l'émotion qui monte, qui passe à travers tous les visages. Ce film est géantissime et cultissime. C'est le premier film, j'ai vu la quasi-totalité de vos films, et pourtant quand je pense à vous, je pense tout de suite aux uns et aux autres. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce film. C'est un chef-d'œuvre d'émotion. On y retrouve certains thèmes du reste tout au long de vos films, mais c'est un film accouché, abouti. C'est certainement un film aussi d'une certaine maturité que vous avez dû porter un certain temps en vous. Les uns et les autres, c'est nous, c'est la foule, c'est le monde dans lequel nous vivons. La foule, quelquefois, dans ce qu'elle a de néfaste, parce qu'il y a des scènes qui sont terribles. Oui, non, mais il y a les gentils, les méchants, les intelligents, les cons, enfin... Tous les ingrédients. Voilà, tous les ingrédients sont là. Ce que j'aime dans Les uns les autres, c'est que c'est un film musical. Oui. Et parce que la musique, c'est ce qui parle le mieux, justement, à notre part d'irrationnel. C'est ce qui parle le mieux à notre inconscient et c'est ce qui parle le mieux à notre cœur. Voilà. Donc c'est pour ça que la musique est très importante dans vos films. La musique des uns et des autres est capitale, et que j'ai construit ce film sur des familles de musiciens, donc sur des gens qui... Ah oui, Glenn Miller, entre autres. Oui, ils sont tous, donc tous les personnages sont quand même dans la musique, et à partir de cet instant, ils ont une dimension en 3D du monde, vous voyez, parce que votre cœur, la résonance de votre cœur, vous dit pas les mêmes choses que les raisonnements de votre intelligence, qui, elle, encore une fois, et je le répète, est trop pragmatique. L'intelligence, elle est trop dans la rentabilité, elle est trop dans l'efficacité. Alors,
Bon, les uns les autres, moi quand j'ai fait ce film, encore une fois, j'ai fait le film que j'avais envie de voir. Eh oui, comme toujours. Je ne sais pas pourquoi je fais des films. Je sais qu'en tous les cas, à chaque fois que je fais un film, c'est le film que j'ai envie d'aller voir. C'est le film qui est le résultat de mes observations, qui est le résultat de mon ressenti, de choses que j'arrive pas à expliquer. Si j'arrive à les expliquer, je pense que les uns les autres et tous mes autres films n'auraient pas le même intérêt. Ce sont, vous savez, un peu aux innocents les mains pleines. Moi, je suis quelqu'un qui... je suis un microscope. Je regarde les gens au microscope, je les... Mais vous les ressentez aussi. Oui, puis j'ai beaucoup de tendresse. Il y a ce feeling chez vous. Je crois que vous jugez les... Enfin, vous captez les gens, vous les ressentez au moment même où vous les voyez. Vous savez qui vous avez en face de vous. Je les observe plus que je ne les juge. Oui. Et si je les jugeais, il est probable que je ne les filmerais pas avec autant d'amour. Avec cette tendresse. Voilà. Donc je les observe et je leur trouve constamment des excuses. Et je leur trouve constamment des excuses parce que la vie, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est un canevas? Non, je dirais que c'est une course. Une course effrénée, quelquefois. C'est une course d'obstacles au pays des merveilles. Vous voyez, donc on va d'un obstacle à l'autre. Oui, pour essayer d'atteindre. Dans un environnement absolument extraordinaire. Voilà. Et puis ces obstacles sont nécessaires parce que c'est eux qui nous réveillent, c'est eux qui nous fatiguent, c'est eux qui... Vous savez, j'ai un ami à moi qui dit il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Oh, l'ennui, c'est pire que tout. Voilà. Et c'est vrai que si on n'avait pas tous les problèmes qu'on a au quotidien, les gens s'ennuieraient. Vous voyez? D'ailleurs, on le voit. Il y en a qui sont faits pour s'ennuyer quand même. Ils ne sont pas beaux à voir. Bah non. Ils sont pas beaux à voir. Ils le portent sur eux. Non, regardez, la prison, c'est la pire des punitions parce que là, on connaît... c'est la mort de tout. Là, c'est la fin de tout. Oui. C'est la mort de tout. Être enfermé dans 3 mètres carrés, là, je vois pas... Comme un faux ventage. Alors, heureusement qu'il y a les évasions. Mais sinon, ça serait... Vos films sont des évasions permanentes. Alors justement, il y a un film de vous que j'adore aussi, c'est Ces amours-là. Et je pense qu'on peut faire un parallèle justement avec les uns et les autres. Tout à fait. Parce que ça n'a rien de péjoratif, bien au contraire. On a presque l'impression, c'est pas la suite, mais c'est presque une extension quelque part. Ça va même plus loin. On retrouve des choses. Moi, j'ai adoré ce film, justement, autant que l'autre. Et alors, j'étais toute contente devant l'écran parce que je disais, ah, mais oui, il est allé chercher ça et il a fait ça à cause de ça. Et alors, on retrouve le jeune Claude avec sa caméra à la fin du film et c'est tout. Et vous nous emmenez dans ce film. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. C'est encore la suite de ce chef-d'œuvre qui n'est pas une copie des uns des autres, parce qu'il y a plein de nouveautés, mais on y retrouve des choses que vous êtes allés chercher. Je dirais que c'est une synthèse de tous mes films. Et vous l'avez fait exprès. Je l'ai fait exprès. Et ça se ressent. Oui. Et alors ça, c'est vraiment D'ailleurs, si on devait montrer qu'un seul de mes films, c'est celui-là qu'il faudrait montrer. Ces amours-là? Oui, parce que il explique tous les autres. Quelque part, on retrouve dans ces amours-là le parcours. Oui, parce que tous vos films, c'est ça. C'est l'histoire d'un parcours. C'est l'histoire d'un chemin initiatique que l'on fait tous plus ou moins bien. Mais vous avez su nous surprendre aussi, et c'était une réussite, avec Laurent Mangard. Oui. Parce qu'alors là, c'était un style totalement nouveau, avec des acteurs du reste, à part la sublissime Fanny Ardant, qui n'était pas extrêmement connue, donc vous êtes allé chercher comme un détecteur de talent, parce que vous avez dit que les grandes pointures, on ne les voyait pas tout de suite. Enfin, on ne les perçoit pas toujours. Il faut les révéler quelque part. Et ça aussi, vous avez su le faire. Oui, alors Vous êtes un magicien, Claude. Écoutez, je suis ravi d'entendre tout ce que vous me dites. Moi, je suis ravi, je bois du petit lait, mais... C'est 20 ans de réflexion. Mais encore une fois, je vous dis, j'ai envie de rester ce qu'on appelle un homme simple. Et quand je me lance dans un film... C'est une aventure à chaque fois. C'est tout simplement comme un besoin. Vous voyez, c'est un besoin, c'est une nécessité. C'est-à-dire que si je fais sortir des choses. Non, c'est-à-dire que je me lance dans un film, je me dis, si je ne fais pas ce film, je vais mourir.
voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas une question de faire un film de Non, plus c'est ou de moins. vital. Voilà, c'est vital. Ah oui, vous en foutez de ça. Voilà, donc c'est vital. Et en plus, quand je me lance dans un film, moi je découvre mon film que quand il est terminé. Un peu comme quand on écrit, Oui, on écrit quand quelque on chose écrit, aussi. c'est Parce quand- qu'on se dit, tiens, je vais faire ça, et finalement, Oui, ah bah mais, tiens, mais une chaque mot invente celui d'après. chaque mot invente celui d'après, oui, Voilà, c'est et exactement ça. la vie s'invente au fur et à mesure. Donc, Bon, on l'invente tous les jours, on la vie. l'invente tous les jours. Donc, moi je Des fonctionne. fois, on l'invente plus ou moins bien, quand Oui, même. mais le cinéma, c'est quelque chose d'absolument. Mais vous savez, la vie, c'est un peu. Le cinéma et la vie, c'est fou ce que ça se ressemble. Ça se ressemble. Imaginez que je vous emmène au cinéma et puis je vous dis, écoutez. Ah, j'aimerais bien, Claude, on que va- vous m'emmeniez au cinéma. Je vous emmène au cinéma et je vous dis, on va rater les 10 premières minutes du film et puis on va sortir 10 minutes avant la fin du film. Vous allez me dire, écoutez, moi, c'est pas mon habitude, moi j'ai l'habitude, voilà. Eh bien, la vie, c'est comme ça. On est arrivé dans un film qui avait commencé, Avant nous. bien avant nous. Et qui va continuer après nous. Et on va être obligé de partir avant la fin du film. Donc, qu'est-ce que je dis dans tous mes films? Profitez des séquences qu'on vous propose. Profitez de tout à fond. Voilà, il faut profiter des De séquences. chaque moment. Oui, parce que on saura jamais d'où on Vous vient avez ça en et vous, on cette saura jamais où urgence. on va. Vous avez ça, cette urgence de la vie, cette urgence des choses, Claude. Bah, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avance vers la ligne d'arrivée, Le plus tard possible. à l'âge que j'ai, je suis obligé de reconnaître que je me rapproche de la ligne d'arrivée. Donc, je pense que je vais aller de plus en plus à l'essentiel. Parce que comme il reste très peu de temps, il me reste très, très peu de temps, donc quand vous avez la vie devant vous, les choses inutiles et les conneries... On a l'impression qu'on peut perdre du temps, justement. Voilà, on a l'impression C'est qu'on ça. peut perdre du temps, qu'on C'est peut cette perdre des sensation voilà. qu'on a. Et au fur et à mesure, c'est le seul intérêt des vieux cons. Oui, parce qu'ils en ont pas beaucoup quand même. C'est qu'il leur reste très peu de temps et qu'on dit un peu. Regardez, quand vous allez voir un type qui va mourir, voilà. Alors les dernières paroles d'un mort, on ne sait pas pourquoi, ça a une importance folle. Phénoménal, oui. Phénoménal. Et il va peut-être pas dire non, Voilà. nécessairement des choses importantes. Voilà. Et alors, en général, même si ça a été un vieux con toute sa vie, qu'il a dit que des conneries, Il les a les dernières magnifiés. paroles, voilà. Voilà. Et donc, c'est bien la preuve qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la mort, on va de plus en plus à l'essentiel. Donc, l'intérêt, cette année, si on regarde, il y avait à Cannes le film d'Alain Resnais qui a 90 ans, le film d'Anneke qui n'est pas un jeune homme, etc. On s'aperçoit que le cinéma est un truc qui vieillit bien. On s'aperçoit que les auteurs, Victor Hugo écrit Les Misérables à plus de 60 ans. Donc si on regarde... Heureusement que la vie s'arrête pas à si on, 60 ans, si on- parce que si alors on là, regarde au les contraire, œuvres, je crois si qu'elles on continuent. regarde les grandes œuvres, elles ont besoin de maturité. Alors, bon, moi je suis arrivé évidemment maintenant à un âge où je me dis, c'est peut-être le dernier film à chaque fois, vous voyez. Alors qu'il fut une période où je faisais mes premiers films, je disais, tiens, je fais mes premiers films. Maintenant, je sais très bien que je fais mes derniers films. Donc, j'ai envie de... Mais vous avez toujours l'envie d'avoir envie. Oui, oui, De tout à tout. fait. Oui, oui. Non, non, mais moi, je suis pas... je vous dis encore une fois, je sais que j'ai besoin d'énergie, que j'ai besoin d'un minimum de santé pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, j'espère que la santé va m'accompagner le plus longtemps Mais possible. vous êtes en pleine forme, Claude. Oui, Vous mais ne enfin, bougez pas. à partir d'un certain âge, vous sentez des petites fatigues quand Parce même. que vous avez une vie, vous menez une vie ascétique. Est-il encore exact que vous ne faites qu'un repas par jour? Non, non. C'est fini ça? Non, non. Parce qu'à un moment donné, c'était Oui, ça. Oui, oui. Il fut un temps. Alors où dites-moi. Non, non, maintenant je mange. Je fais au moins 2 repas et des fois 3, comme tout le monde. Non, non. Parce que. Ça a duré longtemps cette histoire de faire un repas par jour. Enfin, je faisais un grand repas par jour. Oui, je crois que c'était le matin ou le Voilà. midi, je crois. C'était le matin. C'était le matin, c'est C'était ça. le matin, Parce je que vous faisais vous levez un- très tôt, vous Ouais, levez à ouais. 5 heures tous les matins. Voilà. C'est toujours vrai ça aussi? Toujours. C'est la vie de Claude Lelouch, Enfin, c'est pas c'est 5 ça. heures, maintenant c'est 6 heures. Alors racontez-moi un peu la journée de Claude Lelouch. Une Écoutez, journée type chez vous, c'est quoi? Alors d'abord, je me lève avec le jour. Donc l'été, je me lève encore plus tôt que l'hiver. Ah oui. Hein. Et puis, le matin, d'abord, j'ai besoin d'avoir un petit séminaire avec moi-même. Oui, de vous retrouver seul un peu, Ouais, avec donc- vous-même. Donc, la première heure, j'ai besoin Elle est à vous. d'aller marcher, d'aller courir, d'être seul. J'ai besoin d'être seul, de prendre l'air, de m'oxygéner,
donc je marche, je cours, mais j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin d'être seul pour... Ça ressort souvent dans la journée, ce besoin de solitude, enfin d'être seul avec vous-même. Non, surtout le matin. C'est le matin. C'est le matin, parce que j'organise dans ma tête mon planning, mon travail. J'ai besoin d'être seul pour prendre les grandes décisions. Voilà. Et puis une fois que j'ai établi mon planning, après je me lance dans la... Mais après, ça me permet d'aller vite parce que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi le matin. Vous avez réfléchi pour toute la journée, pour tout ce que vous alliez faire dans la journée. Et puis surtout, je m'adapte en permanence à tous les événements qui vont se produire. Oui, je pense qu'il y a une part quand même d'imprévu dans chaque journée, pour des rencontres, pour une atmosphère, pour un truc que vous allez capter comme ça. Un accident de voiture, ça modifie tous mes projets. Bien sûr. Vous voyez, donc on ne sait pas, à un moment donné, la vie peut à tout moment modifier tous les projets que j'ai pu faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qu'elle fait, elle ne se gêne pas. Elle se gêne pas. Elle se gêne pas. Vous avez 7 milliards d'individus dont la vie va se mêler... étroitement à la vôtre, oui. Sans même qu'ils en aient nécessairement conscience. Non, mais c'est pour ça que dans mes films, c'est pas de l'improvisation que je laisse rentrer, c'est la vie, je laisse rentrer. Oui, c'est une notion. C'est la vie qui, à un moment donné... c'est une notion qu'on retrouve continuellement dans vos films. Des petits événements infimes qui s'enchevêtrent, qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui ont une logique. Parce qu'à la fin, on va comprendre pourquoi. Rien n'est anodin dans vos films. Ah non, mais pour moi, c'est pas logique dès le départ. Si vous voulez, il y a une personne à qui je dois tout, et qui a toujours eu du talent, c'est la personne qui m'a vraiment fait ce que je suis, c'est le hasard. Le hasard, en ce qui me concerne, il a toujours eu beaucoup de talent. Voilà. Donc à chaque fois que le hasard me fait un clin d'œil, je ne peux pas résister. Et vous savez le voir. Voilà. Donc tous les hasards, hasard et coïncidence. Voilà, je les récupère et je m'en sers. Je veux dire que pour moi, c'est ma boussole. Mais ça, c'est de la création pure. Vous êtes un créateur de vie, Claude. Peut-être, mais encore une fois, non, je suis surtout une concierge. J'adore les concierges comme vous. Je suis une concierge, je suis curieux. Je suis curieux de tout. La curiosité est le moteur de tout. Tout m'intéresse, tout facile. Je suis curieux, je veux tout savoir. S'il y a un incident dans la rue, je m'arrête. Si des gens se disputent, j'écoute. Je suis curieux. Est-ce que vous avez la sensation que vous ne manquez jamais rien, que vous ne ratez jamais rien ? Si, quand je dors. Ah oui, dormir, c'est une perte de temps considérable. Là, j'ai perdu la moitié de ma vie à dormir. Pour mieux profiter de l'autre, quelque part. Non, mais parce qu'il faut à un moment donné aller aux poubelles. Donc il faut, pour moi, les rêves, c'est la poubelle du cerveau. Ah, justement, on va en parler, la force du rêve. Le rêve dans le rêve. Ben, moi, mes rêves éveillés sont plus intéressants que mes rêves endormis. Quand je dors, je fais plutôt des cauchemars, alors que quand je suis réveillé, je fais des beaux rêves. Mes rêves éveillés sont plus intéressants. Mais la nuit, c'est la poubelle, quoi. Je jette tout ce qui n'est pas bien, quoi. Oui, c'est un peu une façon d'éliminer les toxines. Enfin, c'est la poubelle du cerveau, les rêves. Hein. C'est la vraie poubelle. Jolie. C'est quand même une belle définition, elle me plaît bien. Je crois que la plus belle histoire, c'est la vôtre. Alors, justement, j'ai envie de parler aussi, on l'a évoqué tout à l'heure du bout des doigts, l'importance de la musique justement dans vos films, parce que je crois que la musique est enregistrée avant. Je l'avais lu de par une interview de Francis Lay. J'ai récemment rencontré Nicole Croisille et Nicole m'a dit une très jolie chose parce qu'on n'a pas pu s'empêcher, bien évidemment, de parler de vous. Je dois dire que vous avez fait partie de la bulle à votre insu un nombre incalculable de fois, notamment avec Nicole. Et Nicole m'a dit quand Claude m'entend chanter, il voit des images. J'ai trouvé que c'était une très belle définition. Alors vous voyez des images justement à travers tout, à travers une chanson, à travers une voix, à travers la musique de vos films qui est si importante, qui fait que ça... Parce que tout est important dans vos films. Alors la musique, c'est un des acteurs principaux. Il y a deux acteurs. Il y a la caméra aussi, qui est un acteur invisible et principal. Voilà, qu'on voit et qui a tourné dans tous les films de l'histoire du cinéma, et donc qui est omniprésent, mais qui est un acteur invisible, alors que la musique est un acteur qui
qui prend de la place. Bon. Mais la musique, c'est ce qui parle le mieux, encore une fois, à notre cœur. Oui, c'est ce qui va là Voilà. tout de suite, Donc c'est ce qui nous touche. La musique, elle nous touche comme dans une caisse de résonance. Et la musique parle à ce qu'il y a de meilleur chez chacun d'entre nous. Moi, j'ai jamais rencontré un musicien qui soit un sale con. Vous êtes un révélateur du meilleur, Claude. Peut-être. Parce qu'on finit par aimer tous vos personnages dans vos films. On les aime tous. Par exemple, dans Ces Amours-là. Je voulais montrer dans Ces Amours-là, je voulais excuser toutes ces femmes qui étaient tombées amoureuses d'Allemands. Parce qu'elles ne sont pas tombées amoureuses d'un Allemand, elles sont tombées amoureuses d'un homme. Voilà, c'est qui ça. avaient un passeport allemand, mais elles sont avant tout tombées amoureuses d'hommes. Bon, alors après on les a rasées, on les a humiliées. Dans les uns les autres voilà. aussi, la scène de la tonsure et voilà. tout. Oui. Donc encore une fois, moi je suis très tolérant pour l'humanité. C'est vrai que si quelqu'un me vole mon portefeuille dans la rue, je vais lui en vouloir, je vais lui courir après, je vais essayer de le rattraper et je vais essayer de récupérer mon portefeuille. Mais après, vous allez raconter l'histoire du portefeuille volé. Voilà, et après, surtout, je vais essayer de comprendre pourquoi il doit être très malheureux, ce type, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de voler le portefeuille des gens. C'est vrai que c'est pas évident, il faut quand même une certaine dextérité. Non, et puis il faut un certain courage. Il faut une certaine part de conscience. On peut avoir un certain courage dans les actes malhonnêtes, bien sûr. Donc, c'est ça que j'aime dans le... Si je n'avais pas été cinéaste, j'aurais aimé être avocat. Vous voyez, parce que, pour défendre, voilà, pour défendre, plaider. Pour défendre des gens, surtout les gens les plus détestés, enfin ceux qui ont plus droit à rien, vous voyez, à un moment donné. Et quelque part... Je pense qu'on a tous une excuse. Chercher la part de soleil dans la part d'ombre. Voilà, essayer de trouver la petite excuse qui fait la circonstance atténuante qui fait que, tout le monde mérite d'être acquitté. Ce qui est essentiel chez vous, j'ai l'impression, c'est de comprendre. Mais justement, c'est cette générosité qui vous caractérise. Oui, mais en même temps, cette générosité, elle a des inconvénients parce que ça vous oblige à aimer beaucoup de choses. C'est fatigant. Vous voyez, et ça peut, à un moment donné, ça donne le tournis. Ça donne le tournis. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de sens critique. C'est pour ça que j'ai un rapport difficile avec la critique. C'est parce que... La critique n'a pas su suivre le public. Non, mais je suis un peu une savonnette pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à... Ils savent pas. Ils n'arrivent pas à prendre mes films et surtout à comprendre pourquoi on les a faits et comment ils ont été faits. Il n'y a pas d'explication rationnelle à mes films. Voilà. Mais c'est ça justement qui en fait tout le charme. Mais c'est ce qui en fait le charme. C'est pour ça que je vous dis... Personne ne fait des films comme vous. Non, enfin maintenant, il y a beaucoup de gens qui me copient. Hein. Il y a beaucoup oui, mais entre copier et faire, je préfère l'original. Aujourd'hui, le nombre de gens qui... vous avez été un précurseur. Oui. Vous avez été le précurseur, l'inventeur des films choraux. Il fallait quand même le faire. Vous avez été l'inventeur des clips. Puisque quand vous avez fait des Scopitones, c'était bien des clips. Constamment, il y a toujours eu des moments de votre vie où vous avez inventé des choses. Mais j'ai été obligé d'inventer parce que je n'avais pas de culture. Quand vous avez de la culture, vous faites à la manière d'eux. Si j'avais suivi une école de cinéma, il est probable que je me serais dit, tiens, je vais faire mon premier film à la manière d'eux. Ah oui, mais là, c'était plus du Lelouch. Voilà, non, mais c'est ce qui a fait que j'ai pu faire les films que je faisais, c'est que j'ai toujours fait les films que j'avais envie d'aller voir. Moi, ce que j'aime chez vous, c'est justement cette émotion intense que vous savez nous donner, aller chercher. Moi, j'ai pleuré comme une madeleine en regardant justement la scène des jeunes parachutistes qui tombent. C'est poignant, c'est terrible. Et puis, vous savez rebondir d'une émotion à plus de légèreté, et ainsi de suite. Ça virevolte constamment. Oui, parce que la mort invente la vie. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait au début de notre entretien. Si on ne se rend pas compte à quel point le pire peut déboucher, amener le meilleur, quelquefois. Voilà, déboucher souvent sur le meilleur, voyez. Et c'est le pire qui invente le meilleur. Mais vous avez cette chose en vous, ça se ressent à travers vos acteurs. Vous savez lire sur les visages. Parce que vous nous faites lire des choses sur les visages. Les dialogues sont importants, mais les regards sont importants. Les regards sont très importants dans vos films. Oui, et parce que tout simplement, la vérité, elle est dans les yeux des gens. Ça doit être difficile de vous mentir, Claude. Oui,
Oui, au téléphone pense. c'est facile, mais pas en Mais direct. de visu, je crois Visu, que ça non. doit pas être de la tarte. Non, c'est pour ça que Vous avez cette acuité. Oui, quand je vois les gens, je sais tout de suite à qui j'ai affaire. Je pense, oui. Et même une voix... La voix, c'est comme le regard, c'est un miroir. Oui, mais plus le regard, parce qu'on peut tricher avec les Oui, mots. on peut la moduler, on Les peut faire mots, des tas de et choses. puis on peut jouer Mais avec. le regard, On peut jouer, tandis que les yeux à un moment donné, déjà un regard voilà. qui se baisse, un regard qui ne va pas vous Oui, et puis, regarder en face. Et puis le rire, les larmes sont des choses qui sont des points de repère très importants. Mais le plus beau de tous les points de repère, c'est la chair de poule. Quand on a la chair de poule, on l'a dans vos films, là, à certains moments. c'est ça. Donc c'est les scènes dont je suis le plus fier, c'est celles qui, effectivement, à un moment donné, donnent cette... Oui, cette chair de poule que vous avez eue justement en les tournant, ces scènes. Oui, et puis même, des fois, même en les découvrant. Parce que... Ça vous laisse vider quelque part après? Qu'est-ce que ça vous fait après une scène intense? La scène que vous vouliez, que vous n'espériez peut-être même pas, là, vous l'avez eue. C'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau de la vie, ça. Là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'homme le plus heureux du monde, Claude, en ce moment, actuellement? Dites-moi. Écoutez, ça me dérangerait pas, j'ai pas honte d'être un homme heureux en tous les cas. Parce que la plupart des gens aujourd'hui ont honte. Oui, c'est presque une tare, oui. C'est presque une tare d'être heureux. Voilà. Quand je suis heureux, il faut être malheureux. Il faut relativiser. J'ai comme tous les mondes, j'ai ma part d'emmerdement tous les matins. Moi, je crois que vous en avez eu pas mal des emmerdements. Mais il vous en a fallu du courage à certains moments. Disons qu'avec mes emmerdements, j'emmerde pas les autres. Non, jamais. Voilà, Mais vous avez justement cette part extraordinaire de prise de risque. Je me souviens d'une interview sur une radio connue et généraliste où vous êtes venu, je ne sais plus sur quel film c'était, je ne sais pas si c'est pas sur le roman de gare, vous avez dit, si ce film ne marche pas, je suis foutu, c'est fini, je joue tout. Je joue ma production, je joue tout, je mets tout sur la table. Moi, j'étais là, derrière le poste, à vous écouter, et je me suis dit, il est gonflé, mais ça, c'est lui. Non, mais c'est toujours cette prise de risque. On a l'impression, Claude, que vous êtes sur un circuit automobile. C'est comme ce court-métrage. Oui, la traversée de Paris, là. C'était un rendez-vous, la traversée de Paris. Mais c'est vous, ça. Ces courses automobiles qu'on retrouve dans certains de vos films. Moi qui aime tant vos films, à un moment donné, j'ai été obligée de sortir. Et je suis revenue, bien entendu, parce que j'ai eu mal au cœur. Le film commençait par une course automobile sur une route de Normandie et j'étais obligée de sortir, j'avais mal d'auto. Vous vous rendez compte? Évidemment, après je suis revenue. C'est la prise de risque à laquelle vous savez, c'est comme les gens qui vont... C'est un joueur quelque part. Je suis joueur, c'est tout. Je suis un joueur. Voilà, je suis un joueur et j'ai besoin de prendre un risque, j'ai besoin c'est l'adrénaline, j'ai besoin de me faire peur et ensuite de ne en sachant que vous allez réussir quand même. Pas sûr. Pas sûr. C'est ça le jeu, justement. Pas sûr, parce que si j'étais sûr, ça serait pas marrant. Non, ce qui est intéressant, c'est de... Il y a... Si vous voulez, il y a aussi des risques calculés. Hein. Il y a aussi des risques calculés. On est obligé à un moment ou à un autre. Il y a des risques calculés. Si j'avais pas de risques calculés, je serais peut-être plus vivant aujourd'hui, parce que j'aurais peut-être franchi la ligne. Mais ce qui est intéressant, c'est constamment de s'adapter à la seconde qui passe. Voilà, il faut constamment s'adapter. Avancer, c'est s'adapter. Voilà, c'est s'adapter. Les gens qui s'adaptent sont un peu moins malheureux que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? On retrouve justement cette aptitude au bonheur dont vous parliez tout à l'heure. Par exemple, dans ces amours-là, quand je filme dans le train ce couple qui se rencontre, je montre que dans l'endroit le pire au monde... Il peut arriver une belle chose. Ah oui, parce que là, c'est vraiment dramatique. Voilà, et ils sont heureux. Et ils sont heureux puisqu'ils vont s'aimer. Ils vont vivre les 2 plus belles journées de leur vie et les 2 plus belles nuits dans l'enfer. C'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer que tout est possible si on s'adapte. Si on s'adapte... Moi, je sais que... Est-ce que c'est le fruit d'un long travail sur vous ou est-ce que c'est une aptitude naturelle que vous avez justement de vous adapter aux choses depuis que vous êtes né, en fait? Non, je me rappelle un jour, j'étais gosse, on avait l'habitude d'aller souvent en Normandie parce que ma mère était normande et donc on avait la Normandie a une place importante dans votre vie. Et donc on avait l'habitude d'aller en week-end en Normandie. Puis un jour, moi j'étais fou de joie d'aller toutes les semaines au bord de la mer, d'aller en Normandie. J'ai toujours aimé cet endroit. Et un jour, ma mère écoute la météo et dit à mon père, on va pas, la météo est pas bonne.
J'ai dit, mais maman, c'est pas parce que la météo... C'est là que justement, c'est là qu'il faut y aller. On voit encore plus de choses. On les retrouve dans vos films. La pluie. Et mon père lui dit, mais Claude a raison, allez, on y va. Et on a passé un week-end extraordinaire. Bah, bien sûr. Extraordinaire, sous la pluie. Sous la pluie. Et c'était magnifique. Et en plus, je vais vous dire, non seulement on est arrivé en Normandie, mais dès qu'on est arrivé, il y a eu le soleil. Mais vous savez rendre belles les choses, Claude. Donc c'est ça, j'ai jamais... Il ne faut pas écouter la météo. Il ne faut jamais écouter la météo. Il faut écouter la petite musique qu'on a là-dedans, là-haut. Non, parce que la météo vous empêche de faire des choses. Moi, j'ai été sur des bateaux. Je me suis plus marré sur des bateaux où il y avait la tempête. Où ça tanguait. Que sur un lac. Vous voyez ce que je veux dire? Sur un lac, il ne faut pas des choses binaires. Pour vous allez vous emmerder. Mais quand on est dans des creux de 5-6 mètres, on se marre. Vous voyez, il se passe quelque chose. Donc, si vous voulez, les gens aujourd'hui, c'est la chose que je déteste le plus au monde, c'est quand il y a la météo à la télé, je coupe tout de suite, je veux pas savoir. Mais tout de suite, je veux même pas écouter. Je veux pas qu'on me dise s'il va faire beau ou pas beau. Je veux pas que ça change. Non, ça vous intéresse pas, ça, puisque c'est vous qui faites les choses. Et puis alors je pars, il y a du soleil, il y a de la pluie, je m'adapte, je suis content, j'ai des surprises. Ça fait partie de ces choses-là. Mais la surprise a une part importante dans je pourrais jamais aller voir une voyante. Ça vous emmerderait, ça. Ah, mais ça, je refuse. Je ne veux pas faire cette tricherie. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aurais le sentiment que ça me porterait malheur. Joueur, mais pas tricheur. Non, et puis j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de savoir la date de ma mort. Mais non, puisque vous avez envie... Enfin, être mort le plus tard possible. Oui, vous avez envie d'être surpris tous les jours. J'ai envie de vous arrive ce petit truc qui va justement illuminer votre journée. De vous dire, ah tiens, aujourd'hui j'ai ça. Et bien justement, je vais en refaire ça. Oui, parce que vous pouvez vivre quelque chose qui va ressortir dans vos films, à un moment ou à un autre. Non, mais c'est exactement ça. Je vous dis, bon, je sais pas si j'aurais ce sens de l'improvisation face à la maladie. Parce que la souffrance... Elle vous a épargné jusqu'ici. La souffrance physique... Vous avez une forme physique géniale. Oui, mais enfin, la souffrance physique... Il faut savoir la gérer. Ça, je ne sais pas du tout comment je... Bon, aujourd'hui, toutes les petites misères que j'ai eues, c'était des misères de succès, d'insuccès, d'argent... Que vous avez su gérer. Que j'ai su gérer. Oui. Maintenant, est-ce que je saurais gérer... Vous êtes un chevalier, quand même. Est-ce que je saurais gérer une misère physique? Parce qu'en plus, je suis douillet. On va tout savoir. Douillet, gourmand de la vie. Vous êtes tout, Claude. Vous êtes tout à vous tout seul. Malheureusement, le temps passe. Je suis triste à l'idée de vous quitter, Claude, mais toujours selon la formule consacrée, partir pour mieux revenir. Avant d'en arriver à nous dire au revoir, vous avez encore des choses à nous dire sur le film à venir. Alors là, justement, c'est l'avenir de Claude. Ce film dont vous avez dévoilé l'esprit pendant le Festival de Cannes. On t'aime, Salaud ? Ou Salaud, on t'aime. Je suis fâchée avec le titre. Oui, enfin pour l'instant, on n'a rien dévoilé du tout. On en est simplement... Mais vous en avez parlé. Vous avez levé le voile. Très peu. Très peu. Mais j'en ai retenu le peu que vous avez dit. Très peu. C'est un film sur 4 points cardinaux, c'est ça? C'est ça, sur les 4 points cardinaux de la vie, qui sont évidemment l'amour. Bien sûr, il y a une place importante dans votre vie. L'amitié. L'amitié aussi. La famille. Les enfants. Et le travail. Voilà, c'est les 4 points cardinaux de la vie. Mais tout ça, c'est mélangé chez vous. Oui, on ne sait pas ce qui prend la place la plus importante, c'est un tout. Non, je pense que je pense que les gens, ce qu'ils préfèrent, c'est leur distraction préférée, c'est quand même leur travail. Vous croyez? C'est leur distraction préférée, oui, je pense que ça vient... Parce que, vous avez cette chance, justement... L'amour, c'est leur récréation préférée. C'est la récréation, parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que d'aimer ce qu'on fait, justement. Oui, mais c'est ça, on le trouve dans la création, justement. Oui, mais moi, j'ai toujours préféré la récréation à la salle de classe, de toute façon. Donc, c'est pour ça que je préfère l'amour. Mais vous nous avez appris des choses. Je sais pas si vous êtes devenu, sans le vouloir, un professeur de vie, quelque part. Disons que je suis une bonne loupe. Je suis une loupe. Quelle loupe, alors? Je suis une loupe qui voit un peu mieux. Cette acuité qu'on retrouve. Oui, enfin, encore une fois, je vous dis, je le vois très bien, l'amour a été ma plus belle récréation et mes plus belles récompenses. Je veux dire que l'Oscar des Oscars, c'est une belle histoire d'amour. Bien sûr, comme vous savez si bien nous les raconter. Voilà, la plus belle récompense. Mais c'est une récompense, une histoire d'amour. C'est le résultat de plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand on a droit à une belle histoire d'amour, c'est qu'on l'a mérité. C'est qu'on l'a mérité quelque part. On l'a mérité, voilà.
le travail, il faut que ce soit incontestablement la distraction préférée, parce que c'est là où on passe le plus de temps. Bien sûr, à travailler. Voilà, bon, moi, quand je fais... Mais quand on fait quelque chose qu'on aime, on s'amuse quelque part aussi. Donc, moi, c'est ma distraction préférée. La famille, je dirais que c'est mes emmerdes préférées. Vous voyez, mais ce sont des emmerdes. Oui, c'est souvent générateur d'emmerdement. C'est que toujours, mais c'est des emmerdes qu'on aime bien. Voilà, mais c'est ça. Voilà. C'est des emmerdes auxquelles on tient. Voilà, et voilà, alors donc, et puis l'amitié. Alors l'amitié, c'est une roue de secours formidable. On la retrouve dans tous vos films, oui, l'amitié. Mais c'est une roue de secours, parce que qu'est-ce que c'est qu'un ami? Vous êtes un ami fidèle. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien et qui vous aime quand même. Voilà, exactement. Hein, et donc, mon prochain film va parler justement d'un personnage, d'un homme. C'est pour ça que le titre s'appelle Salaud, on t'aime, de quelqu'un qu'on aime autant qu'on déteste. Vous voyez, je veux dire, parce qu'on a tous les qualités. Il n'en est que plus séduisant. Il n'en est que plus séduisant. Mais c'est un peu... c'est quelqu'un qui va me ressembler beaucoup parce que souvent mes enfants m'ont dit « Salaud, on t'aime ». Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me suis peut-être un peu plus occupé de ma caméra que d'eux. Et ça, c'est un de mes grands regrets. C'est un de mes grands regrets. J'ai 7 enfants. Quand même, vos 7 enfants, on les retrouve à travers vos films. Ils sont là. Oui. Ils sont là, ils sont omniprésents. Oui, mais enfin, c'est la chose que j'ai le moins bien réussi. Ça a dû être difficile pour vous, parce que ça a été très compliqué. C'est tellement prenant ce que vous faites. Vous avez toute une équipe derrière vous. Vous faites vivre ces films 13. Ouais. Les films 13, c'est vous. Et effectivement, ça demande quand même une part de temps extraordinaire. Un tournage, vous avez tourné aux 4 coins du monde. Oui, non, mais je sais très bien que... Mais vous leur avez apporté quelque chose d'insensé, parce que vous n'êtes pas un être ordinaire. Non, puis je les ai jamais grondés. Vous avez su les aimer. Oui, et ça, c'est le plus beau des cadeaux. J'ai presque été heureux qu'ils aient des mauvaises notes à l'école. Je me suis dit, ils ont plus de chance en ayant des mauvaises notes qu'en ayant des bonnes notes. Parce que le parcours sera moins linéaire. Oui, parce que les bonnes notes vous mettent tout de suite dans des tiroirs, alors que les mauvaises notes, on ne sait pas où les mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai plus... je pense qu'ils dégusteront plus la vie s'ils ont fait de mauvaises études que de bonnes études. Oui, parce que les mauvaises études amènent justement parce que les mauvaises à cette études, école de la vie. Et puis la mauvaise étude vous oblige à un moment donné et puis ça vous oblige à vous remettre en question. À apprendre la vie. À bras le corps. Tout ce qu'on n'a pas appris à l'école, on l'apprend dans la vie. On l'apprend sur le tas. On peut dire qu'elle est belle, l'histoire de Claude. Avez-vous encore quelque chose à nous dire sur ce film? Le tournage va débuter au mois d'août, je crois. Alors le film va commencer au mois d'août. Vous êtes en plein casting. Là, je suis en plein casting. On va révéler le casting bientôt. Et si tout va bien, l'année prochaine, à l'heure qu'il est, on pourra voir le film. Voilà. Ça sera le plus beau des cadeaux. En tous les cas, vous venez de nous faire un cadeau extraordinaire, à moi en particulier, en venant dans cette bulle, qui était aujourd'hui la bulle de Claude. Claude, je vous embrasse, ça vient avec le cœur. Avec plaisir. Et j'espère vous dire à très vite. Merci.